La trahison de ceux qui devaient tourner le dos à l'empereur est souvent choquante et presque incroyable, même avec le recul des années et la partielle clarté qu'il confère. Mais en vérité, l'histoire de la 12e Légion ne pourrait être narrée comme un récit tragique, tant les World Eaters étaient déjà les monstres bien avant qu'Horus ne soit corrompu. Monstres qu'ils sont restés depuis. Toutefois, ils ont maintenant abandonné le peu de retenue qu'il leur restait au moment où ils furent dépouillés de leur humanité. De toutes les légions Space Marines de la Grande Croisade, aucune n'était aussi sauvage et redoutée. Car si d'autres, comme les Night Lords, pouvaient à juste titre prétendre avoir mis les mondes en conformité par la seule peur, et d'autres encore, comme les White Scars et les Space Wolves, pouvaient descendre sans prévenir et laisser un monde brûler dans leur sillage, le fait que les World Eaters soient affectés à une campagne ne signifiait qu'une chose pour l'ennemi, l'extermination. L'extermination n'était pas une bombe virale ou un incendie atomique, mais une hache tronçonneuse et un bolt de bolteurs. Des mondes noyés un par un dans le sang de leurs habitants. Il est temps aujourd'hui de parler de la pire légion qui n'ait jamais mis les pieds sur Terra. La pire légion ayant fait croisade dans la galaxie, réduisant tous les mondes à néant, faisant des carnages, des génocides et détruisant tout espoir. Parlons aujourd'hui de la 12e Légion, les World Eaters. Les sources qui ont survécu au siège de Terra concernant les origines et la formation de la 12e Légion des Legiones Astartes sont au mieux fragmentaires. La compilation de ces archives nécessite de s'appuyer en majeure partie sur des sources informelles, issues de ceux ayant combattu à leur côté et sur des récits apocryphes, transmis par ceux qui ont eu raison de craindre et d'en vouloir à cette légion des plus redoutables. En ce qui concerne les origines terranes de la 12e, il semblerait qu'il n'y ait pas eu de préjugés particuliers quant à la tribu ou à la ville d'État d'où provenait l'afflux initial de recrues, comme cela a pu être le cas pour d'autres légions. Il existe cependant des indices tentant d'utiliser le dépistage psychologique pour repérer la recrue la plus agressive et la plus compétitive dans le cadre d'un programme expérimental de présélection, qui aurait peut-être également permis d'accueillir une poignée d'entre eux dans d'autres légions. Que ce soit vrai ou simplement une supposition formée par la suite, pour s'adapter aux faits établis, il est évident, d'après les documents qu'il subsiste, que la 12e a été, dès le départ, considérée comme une force hautement agressive, ces guerriers ayant le sang chaud et un caractère sauvage. Lors du premier engagement enregistré de la Légion, elle fut utilisée dans la libération de Sa-Afrique, comme fer de lance avec ses troupes de choc et organisant des assauts d'anéantissement directs sur les forces ennemies. Elle était envoyée à la fois sur les batailles ouvertes, mais aussi sur les positions fortifiées, et elle était capable de mener l'assaut malgré le nombre alors relativement réduit de ses guerriers, mais contrebalancé par leur pur courage et leur fureur. Cependant, la Légion naissante, après ses premières batailles, semble avoir été largement tenue en réserve par l'empereur durant les dernières guerres d'unification, et jusqu'à la reconquête du système Sol. Peut-être en cas de retournement soudain des fortunes de guerre, ou comme menace voilée, gardée comme arme à déclencher en cas de déloyauté parmi les propres forces de l'empereur. Pendant cette période, la 12e fut maintenue dans un état de préparation constant, s'entraînant sans relâche et augmentant régulièrement son nombre, et dans les occasions où elle fut amenée au combat, elle s'exécuta avec une sauvagerie presque joyeuse, déchirant tout ennemi qui lui fut donné de combattre sans pitié ni faiblir, indépendamment de ses propres pertes, et sans se soucier des risques. On pense que c'est à cette époque que l'empereur lui-même a surnommé la 12e Légion ces chiens de guerre, aussi appelés les Warhounds, dans le but de rendre hommage à la sauvagerie et à la ténacité avec lesquelles ses membres se battaient pour pacifier les tentaculaires ruches séphiques, et ce serait par fierté que le chien rouge serait devenu l'insigne de guerre de la Légion. L'un des rares témoignages de première main se trouve dans les mémoires de guerre du bachar-colonel Alves Korn, du 12e régiment Terran de Drakos, qui deviendra plus tard célèbre en tant que commandant impérial. Et il aurait combattu aux côtés de la 12e Légion pendant l'insurrection de Cerberus. Les forces d'insurrection avaient massacré les castes dirigeants de la colonie pénitentiaire de l'astéroïde creusé, et dans le sillage du soulèvement, les quelques 3 millions d'habitants de Cerberus, liés par contrat, s'étaient soulevés dans une révolte anarchique, dans un état de violence collective et d'émeute quasi continue. Les premières tentatives d'imposer l'ordre par les troupes Terran avaient été remises en question lorsqu'il est apparu que parmi les insurgés se trouvait un cadre renégat hors la loi des guerriers tonnerres, que beaucoup croyaient mort depuis longtemps.
Ces derniers se faisaient appeler les Date Tar. De nombreuses légions de Space Marine ayant déjà été assignées aux premières flottes expéditionnaires et en route vers les étoiles, l'empereur lui-même envoya ses Warhounds sur Cerberus. Et il semble que l'ironie de la chose ne lui ait pas échappé. Ils furent envoyés avec l'instruction explicite de reprendre la colonie de Cerberus et d'appliquer la colère de l'empereur à ceux qui l'avaient défié. À 3 heures, heure Terran, les Warhounds de la 12e Légion ont attaqué les multiples points d'accès à la surface de l'astéroïde. Et à 8 heures, un signal a été reçu, indiquant que Cerberus Primari avait été remis en conformité. Lorsque le chef de la 2e vague en attente lui a demandé combien de prisonniers devaient être transférés en détention, le gérant des opérations a simplement répondu qu'il n'avait pas reçu l'ordre d'en faire. Alves Skorn, dont le commandant avait fait partie de la 2e vague, a dirigé son régiment dans la sombre tâche de nettoyer les lieux après l'assaut des Warhounds, en traquant les survivants qui se cachaient dans le dédale de couloirs et de passages secrets, dont il s'est avéré qu'ils étaient peu nombreux. Par la suite, il a consigné ses expériences dans son journal et a enregistré plus d'une fois la découverte de la carcasse d'un guerrier tonnerre, souvent entouré de 3 ou 4 Astartes morts. Mais il aurait aussi noté des points d'étranglement et des postes de défense transformés en charniers ensanglantés, et des dizaines d'insurgés abattus par derrière alors qu'ils fuyaient dans une panique aveugle, leurs armes abandonnées. Le colonel Bachat a résumé son expérience par le commentaire suivant, et malheureusement prophétique. Je ne doute pas de la sagesse de mon empereur à créer un mal nécessaire comme ces guerriers terrifiants, ni de leur efficacité au combat. Cependant, j'espère toujours que bien que je passe ma vie à faire la guerre pour la libération de l'humanité, je ne verrai plus jamais une boucherie aussi inhumaine que celle dont j'ai été témoin dans les salles de Cerberus. Au cours des premières décennies de la Grande Croisade, et alors que les premiers primarques étaient retrouvés, la 12e Légion fut temporairement divisée en plusieurs sous-commandements indépendants, chacun fort de plusieurs milliers de Space Marines. Le plus important d'entre eux, avec quelques 8000 Warhounds ainsi que les éléments d'assaut et de soutien de la flotte, fut désigné comme la 13e flotte expéditionnaire, ou la 13e sanglante comme elle fut appelée plus tard. Ces détachements étaient envoyés comme réserve mobile là où les combats étaient les plus féroces sur les lignes de front de la Grande Croisade. Ils y ont servi comme troupes d'assaut de première ligne dans des glorieuses campagnes aux côtés des Space Wolves, des Iron Warriors et des Dark Angels. Ailleurs, ils fournissaient souvent des tirs d'assaut pour les grandes formations de l'armée impériale dans les zones de guerre, où une impasse avait été atteinte, brisant une difficulté stratégique en un seul coup éclair qui faisait vaciller l'ennemi. À cette époque, les Warhounds ont acquis une réputation de victoire, bien qu'à un certain prix. Et on disait que chaque assaut qu'ils menaient ne se terminait que d'une seule des 2 façons suivantes, un massacre victorieux ou un simple massacre, l'un ou l'autre ne laissant pas l'ennemi en état de résister davantage. Aussi efficaces qu'ils furent, beaucoup de ceux qui se battaient à leur côté les trouvaient également imprévisibles, excessifs et dangereux pour tous ceux qui se trouvaient sur leur chemin, combattants ou civils. Des rumeurs ont commencé à circuler, selon lesquelles ils avaient passé au fil de l'épée des régiments auxiliaires humains qu'ils considéraient comme défaillants sous leur bannière, et qu'ils gardaient une certaine distance avec les autres légions Space Marine avec lesquelles ils servaient. Des étrangers remarquèrent qu'un code de discipline exceptionnellement sévère était appliqué dans les rangs par les officiers de la Légion, et était en effet nécessaire, car les Warhounds eux-mêmes pouvaient s'avérer fractionnés, et les effusions de sang entre les frères étaient loin d'être rares. De plus en plus, les guerriers de la 12e étaient considérés par le Conseil de guerre comme étant plus adaptés à une utilisation contre des cibles où l'annihilation était l'objectif plutôt que la conformité ou la libération, une tâche à laquelle ils sembleraient éminemment adaptés. Au fur et à mesure que les légions grandissaient et que beaucoup d'entre elles étaient réunies avec leurs primarques, la tâche de renforcement devint moins importante et les Warhounds furent à nouveau réunis sous la bannière de la 13e sanglante aux côtés de diverses unités, qui, comme les Warhounds, avaient acquis une sombre réputation de violence effrénée plutôt que de discipline militaire, ou qui étaient autrement jugés inutilisables pour les actions où les dommages collatéraux devaient être réduits au minimum, et où le but était la libération plutôt que la destruction. Ce rassemblement, centré sur le dur monde volcanique du Bod, qui avait été pris par les Warhounds comme terrain d'entraînement quelques années auparavant, comprenait des régiments de chasseurs de têtes sauvages du monde entier incorporés dans l'armée impériale et les abhumains bruts à la limite de la déviance génétique tolérée. À cela s'ajoutaient des unités telles que les titans de la Légio Audax, autour desquels un voile de suspicion s'était abattu depuis les massacres de l'Orine Alpha, et des clans de technobarbares nomades qui avaient lutté avec acharnement contre la conformité pendant des années avant leur récente et réticente incorporation dans l'Imperium. En voyant les rapports du rassemblement à Bod, le primarque Sanguinus aurait fait la remarque apocryphe suivante.
L'empereur a rassemblé un carnaval de monstres pour son amusement, bien que je doute que ceux sur qui il est lâche voient la plaisanterie. Avec le recul, il est maintenant clair que cette armée sanglante était constituée pour une raison très particulière et qu'elle n'attendait qu'un nouveau maître pour la commander. Une grande partie de la découverte du Primarque Angron reste inconnue du grand public. Il existe en effet des preuves que ces informations, y compris le vrai nom du monde où il a été trouvé, étaient connues, mais qu'elles étaient gardées secrètes sur ordre de l'empereur ou de ses proches. Ce que l'on sait est l'histoire d'une éducation brutale, d'une violence meurtrière et de la soif de sang de dirigeants oisifs rendus corrompus par le pouvoir absolu, et finalement de la révolte d'Angron contre ces derniers. Il est également largement rapporté que son acceptation de l'intervention de l'empereur n'a pas été facile. Mais les traces exactes de la forme que cette antipathie a prise et de la manière dont elle a été résolue sont une question de rumeurs et de conjonctures sans preuve. Ce que l'on peut dire avec certitude, c'est que la première réaction d'Angron face à cette nouvelle situation a été la rage. Et ils ont dit que pendant un certain temps, tout Warhound qui se présentait devant lui était condamné à une mort effroyable. Il est certain qu'à cette époque, le maître de la Légion des Warhounds, Ibram Geir, un général respecté qui avait commandé la 12e pendant près de 3 décennies, aurait mystérieusement disparu, sans qu'aucune explication ne fût donnée par sa légion taciturne sur son absence. Ce qui s'est passé ensuite, lorsqu'Angron a rapidement pris la tête de sa légion, montre bien qu'un certain compromis avait été fait, même s'il avait été sanglant. Sur le mont de sa jeunesse, Angron avait mené une force de rebelles qui fut connue sous le nom de dévoreurs de cité, en raison de sa colère et de sa violence. En leur hommage, la Légion était devenue les dévoreurs de monde, les World Eaters. On parle beaucoup de la puissance physique d'Angron, plus grande encore, dit-on, que celle de ses compagnons primarques, mais aussi de sa fureur berserk, de son amour presque fou de la violence et de son tempérament amer et colérique. Mais peu de commentaires sur ce qui était clairement une intelligence naturelle, un charisme redoutable et une force de conviction qui le caractérisait aussi comme le post-humain qu'il était. Pour ces légionnaires, le personnage mutilé, sanglant, puant et courroucé qui était maintenant leur maître était rapidement devenu une sorte de messie sauvage. Un guerrier plus grand que tous ceux qu'ils avaient connus. Un exemple d'un idéal brutal d'honneur et de combat qui chantait à leur âme. Angron devint pour eux leur premier maître, déplaçant pour beaucoup la loyauté qu'ils avaient envers l'empereur, pour devenir leur juge, leur général et un conquérant dont ils suivraient la bannière au plus profond de l'enfer. Prenant la tête de sa légion sur le terrain de rassemblement de Both, Angron a rapidement apporté de nombreux changements à ses forces, ses World Eaters, comme on les appelait à présent. En cela, il semble qu'on lui a donné une liberté étonnante pour un primarque nouvellement investi, car il semble simplement avoir pris en charge son host avec une énergie belliqueuse. Il l'a préparé pour la guerre. Le régime de discipline et d'entraînement que la 12e Légion avait respecté dans le passé avait toujours été considéré comme l'un des plus durs de toutes les légions. Mais ce n'était que l'ombre de ce qui s'est passé sous la direction et de la réforme d'Angron. Le conflit était la seule mesure et le seul juge, et l'entraînement, au-delà de ces éléments les plus fondamentaux, était aussi réel que n'importe quelle guerre ou bataille dans laquelle un World Eater se trouvait. Du sang rouge qui coule à flot, des balles réelles et des lames dénudées, des fosses de combat pour des gladiateurs. Tel était le destin des nouveaux World Eaters. Chacun portait désormais des cicatrices qui permettraient de compter les leçons apprises au milieu de la chaleur et des sables volcaniques amers. Et ceux qui échouaient ne vivaient pas assez longtemps pour essayer. La culture au sein de la Légion a évolué vers des mœurs et des valeurs toujours plus violentes et sanguinaires, qui ont rapidement trouvé un écho dans l'évolution des rites et des cérémonies de la Légion. Les traditions viriles de la vieille Terra, qui n'ont jamais été très fortes chez les Warhounds, qui s'enorgueillissaient de leur fureur et de leur courage par-dessus tout, ont complètement disparu et ont été remplacées par le code rouge de boucherie et de compétition sauvage propre à Angron. Lorsque les World Eaters quittèrent Both sous la direction de leur nouveau maître pour la première fois, c'était sous le symbole d'une grande gueule en fange prête à écraser un monde porteur de vie. Une image qui allait s'avérer tout à fait appropriée pour décrire ce qui allait suivre. Les planètes sur lesquelles les World Eaters sont tombés n'ont pas seulement été écrasées, elles ont été complètement détruites. Là où l'on avait autrefois trouvé des résistances, il ne restait plus que des mondes cimetières à la place. Des planètes non seulement brûlées ou dynamitées d'en haut, mais massacrées dans leurs rues et leurs palais, leurs usines et leurs forteresses. Les villes sont restées debout comme des cimetières silencieux, à moitié délabrés, commémorant les eaux blanchies et les taches de sang qui jonchaient leur espace délabré, et sans aucune vie. La Légion des World Eaters est devenue synonyme de violence effrénée, et de massacres à grande échelle, évités par nombre de ses membres en raison de leur excès et chuchotés dans la peur par ceux qui, en théorie, devaient être protégés par ces derniers.
Sous le commandement d'Angron, de nombreux empires Orcs furent exterminés par les World Eaters. Tout comme les Crèves, une race xéno, où d'autres avaient échoué avant eux. Dans l'un des triomphes les plus célèbres de son règne, la Légion a pris au piège le vaisseau-monde Assuriani de Tuno-Eotar, qui était vieux de 100 millénaires. Mais ils furent tout de même purgés de toute vie dans une campagne d'attrition brutale. Puis le vaste vaisseau devint une carcasse en os spectral, qui fut envoyé se précipiter dans un ancien soleil bouffi. Les mondes humains et abhumains ne furent pas non plus épargnés par la colère de la Légion. Plus d'une quinzaine de mondes sont tombés devant ces anges de la mort, et plus d'une fois, les systèmes planétaires qui n'étaient pas en conformité capitulaient devant la rumeur de l'approche des World Eaters. Leur légende si puissante s'était développée. Cette légende a donc donné lieu à de sombres récits d'atrocités et de destruction gratuites, qui ont gelé le sang des commandants impériaux, même les plus endurcis et les plus expérimentés. Et ils ont suscité l'inquiétude même au niveau du Conseil de guerre et des autres primarques. Parmi leurs détracteurs, reboutait Guilliman, le primarque des Ultramarines, qui a combattu aux côtés d'Angron et de sa légion pendant la purge d'Arigata, a vu de ses propres yeux le bain de sang qu'ils avaient laissé à la suite de leur attaque sur la citadelle de Basalte, où la dernière résistance de ce monde humain non conforme avait pris position. Guilliman avait vu le bélier de cadavres que les World Eaters avaient utilisé pour finalement ouvrir une brèche dans la puissante forteresse, et l'horreur vengeresse que les Space Marines avaient pratiquée en son sein, et qui l'avait rendu malade. Mais la Légion des World Eaters, bien que sans amis, avait néanmoins ses partisans dont les plus célèbres étaient Horus Lupercal et Luna Wolf, qui défendaient leurs capacités martiales et les considéraient comme un atout inestimable pour la Grande Croisade, tandis que Chagatai Khan des White Scars louait de façon plus critique la force et la pureté de leur but, et mettait ses frères primarques au défi de ne pas juger ceux qui se trouvent sur un chemin sur lequel les vents du destin ont décrété qu'ils ne pourront jamais marcher. Au fur et à mesure que la Grande Croisade avançait, ils furent de plus en plus nombreux dans l'armée impériale à chuchoter qu'Angron était fou, et que sa légion l'avait suivi dans sa folie. Ces chuchotements se sont ouvertement exprimés sous forme de mécontentement généralisé, mais aussi de demandes de censure, lorsque des histoires ont commencé à circuler, selon lesquelles Angron avait ordonné à son apothicaire de pratiquer une psychochirurgie généralisée après que le tristement célèbre carnage de Guéna ait été révélé. Cette action, entreprise à l'instigation d'Angron, a eu pour résultat que toute la population planétaire qui s'était rébellée contre son commandement impérial avait été anéantie en une seule nuit d'effusion de sang extraordinaire. Les cris psychiques des mourants auraient été entendus par des astropathes à un demi-secteur de distance. Après le massacre de Guéna, l'empereur fut poussé à agir et à appeler Angron devant lui pour le réprimander, ordonnant la fin de cette opération interdite dans la Légion et donnant aux World Eaters l'ordre de partir vers les franges nord de l'espace connu, pour y harceler et affronter des vagues de Xénos, loin des mondes centraux de l'Imperium. Cette période d'exil pouvait être perçue comme une punition, mais pour les World Eaters, au contraire, ce n'était qu'une subtile justification de leur acte, et il reste douteux qu'ils aient dans quelque mesure que ce soit cessé les rites et pratiques obscures qui leur avaient été interdits. Plus tard, souhaitant à nouveau ramener les World Eaters au bercail, l'empereur se tourna vers Horus, alors son fils favori, et récemment nommé maître de guerre, et lui demanda d'affronter et de défier Angron, de servir de mentor et de travailler avec son frère primarque, mais aussi de le ramener dans le rang. Ce fut une terrible et grave erreur de calcul, car Horus était lui-même corrompu par le warp et le chaos, et dans le cœur courroucé d'Angron, l'amertume devint vite une trahison. La plupart des histoires racontées sur les débuts d'Angron le situent dans un monde inconnu, technologiquement avancé, que certaines sources placent dans l'Ultima Segmentum. Des détails contradictoires de cette découverte placent le jeune primarque gravement blessé et entouré de bêtes prédatrices massacrées, ou des corps de guerriers xénos qui l'avaient tué. Mais d'autres s'accordent à dire que ceux qui l'ont trouvé étaient au service de maîtres humains d'un monde, une élite dirigeante décadente et vicieuse, pour qui le sport basé sur le sang humain était le plus grand art et le principal divertissement. C'est à ces jeux meurtriers que le jeune primarque fut lié par les esclavagistes et les maîtres des gladiateurs. D'abord comme une nouveauté appelée à mourir, mais bientôt comme un champion favori, qui s'éleva rapidement pour devenir le plus grand gladiateur que le monde ait jamais connu. Il était évident que les maîtres d'esclaves utilisaient des améliorations biochimiques et cyberchirurgicales, ainsi qu'un entraînement impitoyable et brutal pour améliorer leur matériel de combat. Angron ne devait pas faire exception à la règle, et bien que sa physiologie de primarque ait beaucoup résisté, ils ont réussi à implanter profondément dans son tronc cérébral des dispositifs psychochirurgicaux pour augmenter son agressivité à des niveaux inhumains et le transformer en une bête surhumaine. Un tueur comme il n'en avait jamais vu auparavant. Angron était devenu le seigneur des Sables Rouges. Ses maîtres ne savaient pas,
Ou peut-être ne s'en souciaient-ils pas, qu'ils étaient aussi sûrs de leur pouvoir que de leur supériorité. Mais une amertume et un ressentiment brûlaient dans le cœur d'Angron envers ses ravisseurs, alors que sa seule camaraderie était celle avec les guerriers gladiateurs avec lesquels il combattait. Longtemps, il avait préparé la rébellion et la vengeance, et bientôt, il brisa ses liens et mena une révolte sanglante, qu'il mit en scène au milieu des plus grands jeux de la mort que l'arène avait connus depuis des générations. Avec ses proches gladiateurs qui se sont ralliés à lui, il s'est frayé un chemin dans l'arène, a massacré ses ravisseurs, et il a dirigé une bande violente à travers les colonies et les villes, qui sont toutes tombées sur son chemin. Mais malgré la victoire arrachée à l'issue du combat acharné, et malgré la supériorité des armes à distance de l'élite de la planète, la révolte d'Angron était finalement vouée à l'échec. Et il le savait. Lui et son armée d'esclaves, aussi puissante soit-il individuellement, étaient tout simplement trop peu nombreux pour affronter tout un monde qui leur était opposé, et étaient lentement épuisés par l'usure, la maladie et la faim. Déterminés comme des frères et sœurs à se tenir debout et à mourir dans une bataille honorable, plutôt que d'être pris vivants, et poursuivis maintenant par 5 armées, chacune dépassant en nombre la sienne de 10 contre 1, Angron et ses partisans montèrent dans les hautes montagnes pour préparer une fin sanglante, afin de repousser l'ennemi, au moins pour un certain temps, et d'atteindre leur bataille finale. Mais, loin au-dessus, l'empereur observait avec fierté Angron en train de mener sa dernière révolte, et l'être presque divin avait décidé d'intervenir, refusant d'accepter la mort de son fils au combat, sans savoir à quel point la cause était résolue et honorable. En confrontant Angron, et en lui offrant une place à ses côtés, il a été surpris de se voir essuyer un refus et être rejeté. Angron avait juré de vivre et de mourir avec ses disciples, et c'était exactement ce qu'il avait l'intention de faire. Mais l'empereur ne l'accepta pas. Et la nuit précédant l'assaut final, il téléporta de force le primarque enragé pour l'éloigner du massacre qui suivit, alors que les esclaves rebelles étaient massacrés jusqu'aux derniers hommes et la dernière femme. C'était un acte qu'Angron ne pardonnerait jamais à l'empereur, et une tache sur l'honneur du primarque qui ne s'effacera jamais, mais s'envenimerait en une blessure profonde de l'âme. Une fois leur trahison révélée au grand jour, les World Eaters s'abandonnèrent à leur soif de sang pour ne servir aucune autre ambition que la leur. Aux côtés des World Bearers de Lorgar, ils assaillirent les royaumes d'Ultramar, et à bien des égards, cette alliance contribua à l'apothéose démoniaque d'Angron. Les World Eaters passèrent les populations de dizaines de mondes au fil de la hache, répandant des océans de sang. Leur plongée dans la folie furieuse fut telle qu'on pense que la Légion n'aurait jamais atteint le siège de Terra si Horus n'avait pas ordonné expressément qu'on y conduise Angron. Sur place, les World Eaters combattirent avec une frénésie inégalée. Ils tuèrent des millions de défenseurs impériaux et détruisirent des compagnies entières de chars. Et malgré tout, pas un seul d'entre eux ne put se vanter d'approcher, même de loin, le bilan meurtrier de leur primarque démon. Horus avait trouvé en Angron un guerrier aigri, consumé par le ressentiment. Il lui fit donc facile d'utiliser ses faiblesses. Le désir de vengeance d'Angron contre l'empereur offrit facilement au maître de guerre la fidélité d'Angron pour l'aider à le renverser. Quand l'hérésie d'Horus éclata, les World Eaters furent parmi les toutes premières à se rallier à Horus. Ils participèrent à l'atrocité d'Isvan III et au massacre du site d'atterrissage. Leur plus importante contribution fut la croisade des ombres où, aux côtés des World Bearers, ils ravagèrent l'empire des Ultramarines, Ultramar. La finalité de cette campagne se joua sur Nuceria, le monde d'origine d'Angron, où ils exterminèrent jusqu'aux derniers enfants de la population de ce monde, et, à la suite de cet acte, Angron fut démonifié en prince démon de Khorne, damnant les World Eaters, qui à partir de ce jour devinrent les guerriers du dieu du sang. Ils se frayèrent un chemin sanglant à travers la galaxie jusqu'à Terra, buvant le sang de leurs victimes et prenant leur crâne en l'honneur de leur nouveau maître. Et arrivés sur le monde trône aux côtés des forces d'Horus, les World Eaters furent guidés par la forme corrompue d'Angron. Malgré leur assaut dévastateur, la victoire finale leur fut volée, car Horus précipita les événements en abaissant les défenses de sa barge afin de provoquer l'empereur en combat singulier. Ce dernier releva le défi et engagea le trait dans un affrontement qui allait décider du destin de toute la galaxie. Les deux adversaires s'affrontèrent dans toutes les dimensions physiques, spirituelles et psychiques, jusqu'à ce que l'empereur finisse par tuer Horus au prix de sa propre humanité. Privé de sa tête, l'host du chaos se désagrégea et fuit Terra. Angron et ses guerriers furent les derniers à partir, s'enfuyant dans l'œil de la terreur. Les World Eaters battirent en retrait de Terra en renâclant, puis se dirigèrent vers l'œil de la terreur en laissant un sillage sanglant derrière eux.
Le rituel dépravé les fortifiait et les approchait lentement de Khorne et de ses démons. Alors que de plus en plus d'officiers de la Légion devenaient des véritables champions de Khorne, toute forme de discipline s'évapora. Finalement, lors de la terrible bataille de Scalatrax, Kharn le Félon, l'ancien écuyer d'Angron et le plus puissant des champions exaltés de Khorne, s'en prit à ses propres frères avec une telle violence que toute la Légion se disloqua au cours d'une bataille fratricide. Lorsque la fumée des combats se dissipa, la Légion était divisée en centaines de bandes de guerre composées de bouchers psychotiques. 10 000 ans plus tard, certaines de ces bandes comptent plusieurs centaines de membres, alors que d'autres ne sont composées que d'un seul champion et d'une poignée de guerriers. En dépit du carnage et de la destruction infligée, les traîtres furent finalement défaits. Les World Eaters survivants se frayèrent un chemin jusqu'à l'œil de la terreur, à l'instar de bien d'autres. Pendant ce temps, une vaste portion de la Légion fut séparée d'Angron dans des circonstances énigmatiques. Les guerriers étaient privés de ressources et de renforts. Leur astronef était endommagé après les féroces combats autour de Terra et de leur retraite. Les griffes du boucher ne cessaient de tirailler dans l'esprit des World Eaters et la Légion y succombait de plus en plus. Nombre des guerriers concernés étaient exécutés pour préserver leurs frères. D'autres étaient emprisonnés ou entravés, seulement pour être lâchés sur l'ennemi en cas de besoin. Certains furent même viviséqués de force et incarcérés dans les sarcophages Dreadnought. Non seulement l'acte permettait de juguler la rage quand elle était nécessaire, mais le châssis de Dreadnought l'amplifiait, rendant les marcheurs de guerre des World Eaters plus dangereux encore que leurs semblables. Quand Kharn fut grièvement blessé pendant le siège de Terra, des éléments des World Eaters évacuèrent son corps à bord d'un vaisseau, rejoignant la flotte malmenée de la 12e Légion, afin de quitter l'orbite de Terra. Dès lors, la cohésion de la Légion n'était plus maintenue que par un sens liminal de fraternité, et la conviction qu'elle serait détruite par ses ennemis si elle venait à se disperser. Divers capitaines et seigneurs de guerre se disputèrent le commandement, et les querelles étaient monnaie courante. Ces tensions dégénérèrent quand les World Eaters affrontèrent une force supérieure en nombre d'empereurs Children sur un monde anonyme. Certains des membres de la 12e souhaitaient la guerre avec leur ancien compagnon de traîtrise. D'autres voulaient se replier. Ce fut alors que Kharn se réveilla de son coma. En dépit des pourparlers initiaux, les négociations cédèrent à la violence sur toute la surface du monde que Kharn baptisa Scalatrax. En Agrakali, la langue vernaculaire des World Eaters, le mot signifie « lieu du jugement » ou simplement « destruction ». La campagne sanglante s'étira en longueur. Scalatrax devenait si glacial que même les légionnaires ne pouvaient survivre, et chaque camp était obligé de cesser le feu pour s'abriter. En dépit des effectifs supérieurs dont jouissaient les Empereurs Children, le carnage tourna en faveur des World Eaters et de leur fureur aveugle. Néanmoins, Kharn bouillait de frustration. Les griffes lui faisaient perdre tout contrôle. Dans ce qu'on appela plus tard la nuit de la démence, alors que la victoire était à portée de main, Kharn se retourna contre ses génofrères. Hurlant de fureur, il empoigna un lance-flamme et écuma les lignées des World Eaters pour chasser de leur couvert les légionnaires et les pousser à reprendre le combat. Les flammes se répandirent, enveloppant toujours plus de positions des World Eaters. Ceux qui cherchaient à l'arrêter succombaient de façon sanglante aux dents vrombissantes de la carnassière. La hache de Kharn. D'autres, exaltés par Kharn, se jetèrent sur leurs frères pour les pousser à attaquer les Empereurs Children. En succombant aux griffes et en répandant autant de sang, Kharn incitait toujours plus les World Eaters à sombrer dans une folie furieuse. Les frères se tournant contre leurs frères, la légion des World Eaters perdit toute cohésion. Certaines formations disparurent dans le carnage, d'autres s'abandonnèrent à la folie, furent tués par la 3e Légion ou périrent dans les tempêtes de glace. Même les détachements des World Eaters déployés trop loin pour être affectés par Kharn firent face au dilemme en apprenant le vent de démence qui engloutissait la Légion. Certains se retirèrent sur le champ, peu désireux d'être annihilés en vain. D'autres se jetèrent dans la mêlée contre les Empereurs Children où que possible. Le combat fratricide décimèrent des dizaines de compagnies, mais aussi des bandes dans lesquelles certains guerriers souhaitaient rester contre la vie des autres. Grâce à la folie de Kharn, en une nuit, la Légion des World Eaters se fractura et se dispersa à jamais. Désormais, des individus, des escouades et des bandes s'en prendraient à la galaxie sans autre soutien qu'eux-mêmes. Au fil de 10 millénaires qui ont suivi les Résidorus, la Légion renégat des World Eaters s'est fait toujours plus sanguinaire. Guerriers comme officiers s'étant abandonnés à leur pulsion homicide, il ne reste plus grand-chose de la hiérarchie de la Légion. Les griffes du boucher, corrompus par le warp et les expériences millénaires, ont rendu les légionnaires de la 12e méconnaissables. Ils n'ont plus cure de rien, sinon du frisson du massacre, et s'enorgueillissent de leur rôle d'élu de Khorne, même si pour certains, ce culte s'accompagne d'une fierté martiale et d'un courage insensé. Quand les World Eaters combattent consumés par leur soif de sang, leur sens de la cohésion s'effondre pour les laisser se disperser sur le champ de bataille et collecter des crânes pour leur divinité. En raison de leur implant crânien, qui ont rendu indissociables les notions de meurtre et de plaisir, rares sont ceux qui maîtrisent leurs pulsions. Au repos, les griffes torturent les World Eaters. La douleur s'enfonce dans leur cortex comme un poignard rouillé qui gratte,
tournent et fouillent dans leur crâne. Seul le carnage peut rassasier la faim des implants des World Eaters, et cela ne dure rarement longtemps. L'implant ne s'arrête qu'à la mort du guerrier. Leur désir de tuer au nom de Khorne est tel que la majorité des fils d'Angron ne prennent pas le temps de nettoyer leur armure ou leurs armes. Les efforts d'entretien sont un gâchis d'énergie. Ainsi, la plupart des Space Marines des World Eaters sont nappés de couches de sang séchées. Leurs harnois sont usés, écaillés, cabossés, et leurs lames à jamais encroûtées de chair putréfiée d'entrailles. Même les chars de combat des World Eaters hérissés de pointes, de lames et d'instruments de torture sont couverts de sang, de viscères et d'ossements. Les World Eaters n'opèrent pas depuis une seule base ou un monde. Leurs dizaines de bandes frappent depuis n'importe quel astronef sur lesquels elles posent leurs gantelets sanguinolents. Et elles sont toujours en quête du prochain massacre. Certaines, dépourvues de vaisseaux ou d'occasion de faire main basse sur un navire, embarquent au service d'un seigneur du chaos qui leur promet une chance de se battre au nom de Khorne. Au combat, les fils d'Angron privilégient les armes de corps à corps brutales, en particulier les épées et les haches tronçonneuses, dont les dents vrombissantes peuvent dévorer aussi bien les armures que les os, ou même le béton. La galaxie compte peu de combattants aussi sauvages que les World Eaters, qui lutteront à main nue s'il le faut. Leur colère, alimentée par les battements des griffes comme par la corruption du Warp, qui jusqu'aujourd'hui les pousse à la frénésie, et leurs coups déchiquent les membres et fracassent les boucliers. La plupart des World Eaters ont pour seul but d'offrir des crânes à Khorne, et certains portent des couteaux et des cimeterres dans ce seul but. Dans les moments les plus extrêmes, les légionnaires des World Eaters ont la réputation de retourner leurs lames contre leurs camarades, voire contre eux-mêmes, pour répandre le sang au nom de leur déité. Chaque bande de World Eaters recrute à sa façon. Peu d'entre elles ont accès aux installations fixes dont peuvent jouir les chapitres Space Marine loyalistes ou les bandes plus organisées de Space Marine du Chaos. Et au fil des siècles, leur génogerme est devenu horriblement corrompu. Certaines bandes de la 12e Légion se sont enfoncées si profondément dans la soif de sang qu'ils ne se préoccupent plus de remplacer les pertes et sont condamnées à l'extinction. Celles qui conservent suffisamment d'esprit pour renouveler leur rang utilisent souvent les capacités de ceux qu'on appelle collectivement les chirurgiens berserk. Héritiers du savoir des apothicaires et des decks marines qui ont développé les griffes du boucher, ces individus ont perfectionné toutes sortes de techniques sanguinaires pour façonner de nouveaux légionnaires. Forts de 10 000 ans d'expérience avec les griffes du boucher, ils savent en amplifier les effets, qu'ils combinent souvent aux techniques d'intronisation de recrues employées pendant la Grande Croisade, et qu'ils optimisent par des méthodes interdites acquises après IS-25. Ils sont aussi versés dans la pratique hideuse des packs démoniaques et savent soumettre le Warp lors de leurs procédures macabres. Les guerriers qu'ils créent sont à peine plus que des monstres affranchis des concepts de peur, de douleur ou de mort. Les chirurgiens berserk opèrent sur toute la galaxie, au service de divers seigneurs du chaos, dans le but de leur créer des maniaques accros aux homicides qu'ils peuvent lâcher sur un caprice. Certaines bandes accroissent leur effectif en utilisant des dévots de Khorne extérieurs à la Légion, soumis eux aussi aux interventions des chirurgiens berserk, un processus qu'ils voient comme une apothéose qui les rapproche de leur dieu sanguinaire. Les bandes des World Eaters étant dispersées et menues par une soif de sang inextinguible, les a rendus accros à tout génocide et tout carnage. C'est pour cette raison que peu d'endroits dans la galaxie n'ont pas été un jour ou l'autre victimes de ces bouchers d'aimants. Des centaines de mondes se sont vus privés de vie par les guerriers élus de Khorne, qui ont empilé des montagnes de crânes jusqu'à effleurer la stratosphère. Dans toute la galaxie, des navires fantômes appartenant à toutes les espèces intelligentes dérivent, constellés des cratères laissés par les appareils d'abordage des dévots de Khorne. À leur bord, les explorateurs et les patrouilles navales y découvrent de véritables carnages. Des cadavres déchiquetés et des membres amputés jonchent les salles et les corridors. Les murs sont incrustés de sang et de viscères congelés. Et la rune macabre de Khorne est barbouillée sur la coque des vaisseaux avec le sang des vaincus. Il n'y a pas que l'Imperium qui connaît et craint les World Eaters. Pour les Tau, ils sont les Viormonte, que les lexicographes impériaux traduisent par dévoreurs assoiffés de sang. Pour les Aeldari, ils sont parfois appelés les Maelanchi Aterakia, que l'on peut traduire par ceux qui répandent le sang de tous, ou encore fléau de toute vie. Il s'agit de traductions humaines qui ne restituent pas pleinement l'effroi et le mépris dont est capable la complexe langue xéno. Avec l'ouverture de la Grande Faille et les terribles bouleversements qu'elle a entraînés, les World Eaters sont plus actifs que jamais. Les Fils d'Angron ont fait partie des 8 fers de lance de la soi-disant croisade de sang, voguant sur les tempêtes warp d'un monde à l'autre pour ne laisser que le carnage dans leur sillage. La piste de sang qu'ils ont laissée a attiré des cultistes, des démons enragés et des Space Marines du chaos de toute trempe. Des dizaines de bandes de World Eaters ont enflé sous le nombre de recrues, de partisans et d'esclaves. La 12e Légion n'avait pas autant de puissance depuis les résidus russes. La galaxie elle-même tremble à l'idée de ce dont ils sont réellement capables, et de ce qu'il passerait si les World Eaters s'unissaient à nouveau, même temporairement.
Un récit de carnage et une galaxie remplie de liquide rouge s'apprêtent à s'abattre sur l'Imperium. Tant que les World Eaters seront en vie, l'Imperium ne pourra se reposer.